Papa! Maman! Pourquoi vous ne m'aimez pas? Le cri a percé le silence feutré de l'habitacle, une lame de verre dans le confort aseptisé de la porche. C'était la voix d'une enfant, si frêle, et pourtant si chargée de désespoir qu'elle semblait pouvoir fissurer le ciel bas et gris de cette journée d'automne. Sur la route départementale qui serpentait à travers les monts du Lyonnais, une vieille Renault Clio cabossée venait d'accélérer brutalement, laissant derrière elle une minuscule silhouette en anorak rose qui courait, trébuchait et se relevait pour courir encore. Cette question, cette simple question, allait faire voler en éclats la vie d'un homme qui pensait n'avoir plus rien à perdre. Ce qu'il allait découvrir dans les jours à venir dépassait l'entendement. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, car elle vous rappellera que les plus grands trésors sont souvent cachés derrière les plus profondes douleurs. Et quand vous aurez terminé, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, elle mérite selon vous. Si ce récit vous touche, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Votre présence est ce qui donne un sens à tout cela. L'homme au volant de la Porsche s'appelait Antoine Dubois. À 50 ans, il était l'incarnation du succès. Un millionnaire de la tech lyonnaise, parti de rien, qui avait bâti un empire. Mais son succès avait le goût amer de la cendre. Il vivait seul, dans une immense villa d'architecte sur les hauteurs d'Écully. Une forteresse de verre et de béton, impeccable, ordonnée et tragiquement vide. Chaque mur blanc, chaque baie vitrée donnant sur un jardin parfaitement entretenu, ne faisait que refléter le désert qui habitait son âme. Ce jour-là, comme chaque année à la même date, il fuyait. Il fuyait la ville, les souvenirs, les fantômes. C'était l'anniversaire de la mort de sa fille, Chloé, emportée des années plus tôt dans un accident de voiture. Un accident dont il se sentait secrètement, et pour l'éternité, coupable. Il conduisait sans but, le moteur électrique de sa Taycan glissant sur l'asphalte sans un bruit, comme pour ne pas déranger le silence de son deuil. Il cherchait l'oubli dans le défilement monotone des champs dépouillés et des arbres aux branches nues. Et c'est là qu'il l'a vue. La Clio qui démarre en trombe, la petite forme rose qui s'agite sur le bitume froid, et puis ce cri. « Pourquoi vous ne m'aimez pas ?» La phrase a frappé Antoine en plein cœur, avec la violence d'un projectile. Ce n'était pas seulement le cri d'une enfant abandonnée, c'était l'écho de ses propres démons. La question qu'il se posait à lui-même chaque jour dans le miroir. Pourquoi le destin ne l'avait-il pas aimé, lui? Pourquoi lui avoir pris la seule chose qui comptait? Sans réfléchir, d'un geste qui allait à l'encontre de toute sa prudence habituelle, il a donné un coup de volant. Les pneus ont crissé. Il a garé sa voiture de luxe en travers de la route, barrant le passage comme pour stopper le temps lui-même. Il est sorti, le vent froid cinglant son visage. La fillette s'était effondrée sur le bas-côté, ses petites épaules secouées par des sanglots qui n'émettaient au plus aucun son. Elle serrait contre elle un ours en peluche tricoté, un peu usé, comme une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de chagrin. Antoine s'est approché lentement. Lui, l'homme qui négociait des contrats à plusieurs millions d'euros sans ciller, se sentait soudain maladroit, démuni. Que dire à un enfant dont le monde venait de s'écrouler? Il s'est accroupi à sa hauteur. La fillette devait avoir 7 ans, peut-être 8. Elle avait des cheveux bruns en bataille et de grands yeux noisettes, noyés de larmes, qui semblaient avoir déjà vu bien trop de choses pour leur âge. Il a posé une main douce sur son épaule. « Ça va aller », a-t-il murmuré, sans trop savoir s'il parlait à l'enfant ou à lui-même. La petite a sursauté, puis elle a levé les yeux vers lui. Il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement une immense tristesse, une résignation qui fendait le cœur. Elle n'a rien dit. Elle a juste serré son ours un peu plus fort. Antoine a regardé la route déserte. La Clio avait disparu depuis longtemps. Il n'y avait personne. Juste lui, cet enfant brisé et le silence pesant de la campagne lyonnaise. L'abandonner là était impensable. Appeler les gendarmes, bien sûr, mais en attendant, la laisser seule sur le bord de cette route froide? Impossible. C'était comme abandonner une seconde fois le fantôme de sa propre fille. Il a pris une décision qui allait sceller son destin. Une décision qui n'était pas dictée par la logique de l'homme d'affaires, mais par une impulsion venue du plus profond de sa douleur. « Viens avec moi », a-t-il dit d'une voix qu'il voulait rassurante. « Je vais te mettre au chaud. On trouvera une solution. » La fillette n'a pas répondu, mais elle ne l'a pas repoussé. Quand il l'a soulevée délicatement du sol, elle était légère comme une plume. Il l'a installée sur le siège passager de sa Porsche, un cocon de cuir et de technologie qui n'avait jamais semblé aussi déplacé. Il a bouclé sa ceinture, et en faisant ce geste simple, un souvenir l'a transpercé. Le souvenir de Chloé, riant aux éclats sur ce même type de siège, des années auparavant.
Alors qu'il reprenait la route, s'éloignant de ce lieu de désolation, il ne savait pas encore que ce n'était pas lui qui venait de sauver cet enfant. Il ne savait pas que c'était peut-être elle qui venait de lui offrir une chance, une unique chance de se sauver lui-même. Il ne voyait qu'une petite fille en pleurs, serrant un vieil ours en peluche. Il ne pouvait pas deviner que cet enfant et ce jouet étaient la clé d'un secret terrible, une machination diabolique qui allait l'obliger à affronter bien plus que son propre passé. L'épreuve ne faisait que commencer. La villa d'Antoine, perchée sur les hauteurs d'Écully, n'était pas une maison. C'était un sanctuaire de silence, une galerie d'art où la seule œuvre exposée était l'absence. En y entrant, tenant la main glacée de la petite fille, Antoine eut l'impression de profaner son propre mausolée. La fillette, dont il ne connaissait même pas le nom, s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés devant l'immense salon aux murs blancs, le sol en béton ciré et la baie vitrée, qui offrait une vue panoramique sur les lumières de Lyon. Tout était ordre, ligne pure, et vide méticuleusement organisé. Pour un enfant, ce n'était pas un refuge. C'était un autre monde, aussi froid et intimidant que la route où on l'avait laissé. « Tu as faim » demanda Antoine, sa voix résonnant étrangement dans le silence. La petite hocha la tête, sans un mot. Il la guida vers la cuisine, un chef-d'œuvre de design en acier inoxydable et laque noire. Il ouvrit le réfrigérateur. Champagne, quelques plats préparés par un traiteur, de l'eau minérale. Rien pour un enfant. Il se sentit ridicule. Cet homme qui pouvait lever des millions en une matinée était incapable de trouver un verre de lait. Il finit par dénicher un fond de brioche et un morceau de chocolat noir à 85% de cacao. Il lui servit maladroitement, la regardant manger en silence, assise sur un tabouret de bar trop haut pour elle, ses pieds se balançant dans le vide. Pendant qu'elle mangeait, il s'isola dans son bureau pour appeler la gendarmerie. La conversation fut brève, professionnelle, administrative. Oui, il avait trouvé une enfant abandonnée. Non, il ne savait pas qui elle était. Oui, il pouvait la garder pour la nuit, le temps qu'une patrouille passe demain matin. Ils étaient surchargés. Chaque réponse protocolaire était comme un mur de plus entre lui et le reste du monde. En raccrochant, il se sentit encore plus seul. Il était responsable de cette petite âme perdue, au moins pour quelques heures. La fillette s'appelait Léa. Elle le lui a murmuré quand il lui a demandé son nom, d'une voix si basse qu'il a dû se pencher pour l'entendre. Elle a aussi donné un nom à son ours. Martin. C'étaient les deux seuls mots qu'elle a prononcés de toute la soirée. Il l'installa dans l'ancienne chambre de Chloé, une pièce qu'il n'avait jamais eu le courage de vider. Tout y était intact, figé dans le temps. Le lit de princesse, les dessins sur les murs, la collection de poupées aux yeux de verre. Léa regarda tout cela sans curiosité, comme si rien ne pouvait plus l'étonner. Elle se glissa sous les draps froids, serrant Martin contre sa poitrine, et tourna le dos à la pièce. Antoine, mal à l'aise, referma la porte et retourna dans son salon silencieux. Il essaya de travailler, mais les chiffres sur son écran n'avaient plus aucun sens. Son esprit revenait sans cesse à la petite forme recroquevillée dans le lit de sa fille. C'était une erreur de l'avoir mise là, une torture qu'il s'infligeait. C'est alors qu'il l'entendit, un son à peine perceptible, qui traversait le silence de la maison. Un fredonnement, une mélodie douce, ancienne et incroyablement triste. Il se figea, son cœur cessa de battre. Cette mélodie. Non, c'était impossible. C'était une vieille complainte auvergnate. Une berceuse que sa femme, Hélène, chantait à Chloé. Une chanson qui n'appartenait qu'à leur famille, transmise de mère en fille dans la lignée d'Hélène. Personne d'autre ne pouvait la connaître. Il se leva, s'approcha de la porte de la chambre sur la pointe des pieds, et écouta. La petite voix continuait de fredonner, une mélodie pure et fragile qui ravivait en lui une douleur qu'il croyait endormie pour toujours. Comment? Par quel miracle ou quelle cruelle sorcellerie cette enfant pouvait-elle connaître ce chant? Ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était plus une simple affaire pour les services sociaux. C'était un signe, un crochet qui venait de s'enfoncer profondément dans son âme. Léa n'était plus une inconnue. Elle était un mystère, et ce mystère était désormais le sien. Le lendemain matin, quand la gendarmerie rappela pour organiser la prise en charge de l'enfant, Antoine leur donna une réponse qui le surprit lui-même. Il leur dit qu'il avait besoin d'un peu plus de temps, qu'il avait engagé quelqu'un pour retrouver la famille, qu'il s'occupait de tout. Il mentait, mais pour la première fois depuis des années, il sentait une flamme se rallumer en lui. Pas de la joie, non, mais une détermination, un but. La première chose qu'il fit fut d'appeler un détective privé.
un ancien des renseignements qu'il utilisait parfois pour des vérifications discrètes dans ses affaires. Il lui raconta l'histoire, omettant le détail de la berceuse, et lui donna le numéro d'immatriculation de la Clio qu'il avait eu le réflexe de mémoriser. Il voulait tout savoir. Qui étaient ces gens? Pourquoi avaient-ils fait ça? La réponse arriva en moins de 48 heures. Les parents s'appelaient Marc et Sophie Renaud. Ils vivaient dans une ferme délabrée à quelques villages de là, croulant sous les dettes de jeu du mari et les crédits à la consommation. Interrogés par les gendarmes, ils avaient joué la carte de la misère. Un couple à bout, dépassé par une enfant difficile et ingérable. Ils avaient paniqué, ils ne savaient plus quoi faire. Une histoire tragique, mais tristement banale. L'affaire semblait close. Ils seraient poursuivis pour abandon de mineurs, et Léa serait placée en foyer. Mais en lisant le rapport du détective, Antoine sentit que quelque chose clochait. Les photos de Marc et Sophie Renaud ne montraient pas des monstres. Elles montrèrent des gens épuisés, le regard vide, l'air traqué. Ce n'était pas la cruauté qu'ils lisaient sur leur visage, mais une peur panique. Une terreur qui allait bien au-delà de leurs problèmes d'argent. Pendant ce temps, Léa commençait à s'ouvrir un peu. Elle ne parlait toujours pas beaucoup, mais elle suivait Antoine comme son ombre dans la grande maison. Elle dessinait pendant des heures sur des feuilles de papier qu'il lui avait données. Des dessins étranges, des maisons avec de grandes roues, des arbres aux racines qui ressemblaient à des serpents. Et puis un jour, alors qu'Antoine recousait une oreille de l'ours Martin qui s'était décousu, ses doigts sentirent dans quelque chose de dur à l'intérieur du rembourrage. Une petite bosse anormale. Poussé par la curiosité, il ouvrit délicatement la couture. À l'intérieur, caché dans la laine, se trouvait un petit objet en métal, enveloppé dans un morceau de tissu. C'était un médaillon en argent, terni par le temps. Ses doigts, habituellement habitués au contact froid d'un écran de smartphone ou au cuir d'un volant, tournèrent délicatement le petit disque de métal. Il était léger, presque insignifiant, mais Antoine sentait qu'il tenait entre ses mains un poids bien plus lourd que celui de l'argent. Avec le coin d'un ongle, il gratta la patine sombre qui masquait la surface. Des gravures fines apparurent. D'abord des initiales, entrelacées dans une calligraphie élégante. LM. Puis, juste en dessous, une date. Une date qu'Antoine sentit résonner dans sa propre chair, car c'était celle que Léa lui avait timidement donnée comme étant son anniversaire. La preuve était là. Ce médaillon appartenait bien à Léa. Mais que signifiaient ces initiales? Elle, pour Léa, c'était évident. Mais le nom de famille des Renaud commençait par un R. Une nouvelle question venait de s'ouvrir, plus profonde et plus dérangeante que la précédente. Ce petit objet n'était pas un simple bijou. C'était un fragment d'une autre vie, d'une autre histoire. Une histoire que quelqu'un avait désespérément tenté d'effacer. Ces lettres allaient devenir l'obsession d'Antoine, la clé d'une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Sa décision fut prise. Il ne pouvait plus se contenter du rapport du détective ou de la version officielle des gendarmes. Il devait voir par lui-même. Le lendemain, laissant Léa sous la surveillance bienveillante de sa femme de ménage, une femme discrète qui la regardait avec une pitié infinie, Antoine reprit la route. Pas dans sa Porsche, trop voyante, mais dans un véhicule de location banal. Il se dirigea vers la ferme des Renaud. Le lieu était encore plus sinistre que sur les photos. Une bâtisse aux murs lépreux, un toit à moitié effondré, et une cour jonchée de carcasses de machines agricoles rouillées. Une odeur de misère et d'humidité flottait dans l'air. Il se gara à distance, observant. Il vit Sophie Renaud étendre du linge avec des gestes mécaniques, le dos voûté, le visage creusé par une fatigue qui semblait remonter à des générations. Puis Marc sortit, les yeux fuyants, balayant la cour d'un regard paranoïaque avant de s'engouffrer dans une grange délabrée. Antoine ne vit pas de la cruauté sur leur visage. Il vit une peur abjecte, la peur de ceux qui sont pris au piège. Ils n'étaient pas les chasseurs, ils étaient le gibier. Cette certitude le poussa à creuser plus loin. Il rappela son détective. « Je veux tout savoir sur leurs dettes », ordonna-t-il. « Pas seulement les montants. Je veux savoir à qui ils doivent de l'argent. Chaque créancier, chaque centime. » La réponse, cette fois, mit quelques jours à arriver. Et quand elle tomba, elle fit l'effet d'une bombe silencieuse. Les Renaud devinrent de l'argent à plusieurs organismes de crédit, bien sûr. Mais leur plus grosse dette, celle qui les étranglait, celle qui correspondait à l'hypothèque de la ferme familiale,
n'était pas détenue par une banque. Elle était entre les mains d'un seul homme. Un certain maître Jean-Pierre Moreau, le notaire le plus respecté du canton. Un homme affable, pilier de la communauté, membre du conseil municipal, toujours prêt à parrainer le club de foot local ou à organiser une collecte pour la paroisse. Un homme au-dessus de tout soupçon. Le nom de Moreau fit tilt dans l'esprit d'Antoine. C'était trop propre, trop parfait. Un notaire qui rachète personnellement la dette d'un couple au bord du gouffre, c'était inhabituel. C'était suspect. Antoine sentit l'instinct du prédateur des affaires s'éveiller en lui. Il sentit l'odeur d'une manipulation, d'un montage complexe dont les Renaud n'étaient que les marionnettes. Et il n'eut pas à attendre longtemps pour avoir la confirmation de ses soupçons. 2 jours plus tard, alors qu'il aidait Léa à construire un château en Lego dans le grand salon, la sonnette de la villa retentit. Sur l'écran de contrôle, un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu d'un costume de tweed, lui souriait d'un air paternel. Antoine le reconnut immédiatement grâce aux photos du détective. C'était Maître Moreau. Il alla ouvrir, le cœur battant d'une colère froide. « Monsieur Dubois ? Jean-Pierre Moreau. Je suis le notaire de la région. Je me permets de vous déranger. J'ai appris pour la petite. Une situation bien triste. » La voix de Moreau était mielleuse, empreinte d'une fausse compassion qui donna la nausée à Antoine. « Entrez, » dit simplement Antoine. Moreau pénétra dans la villa, ses yeux balayant le décor minimaliste avec une curiosité à peine dissimulée. Il aperçut Léa, qui s'était figée derrière le canapé, et lui adressa un sourire qu'il voulait rassurant, mais qui glaça le sang d'Antoine. « Quel adorable enfant, dit-il. Toute cette affaire est un drame pour notre petite communauté. Ces pauvres Renaud. La misère peut pousser les gens à commettre des actes insensés. » Il se tourna vers Antoine, son visage se faisant plus sérieux. « Écoutez, monsieur Dubois. Je sais que votre cœur a parlé, et c'est tout à votre honneur, mais vous êtes un homme important, un homme occupé. Cet enfant a besoin de structures compétentes, de professionnels. Les services sociaux sont là pour ça. Je peux, si vous le souhaitez, accélérer les choses, faire en sorte qu'elles soient prises en charge rapidement et discrètement. Pour son bien, évidemment. » Chaque mot était un coup de poignard. Discrètement. Accélérer les choses. Moreau n'était pas venu par inquiétude. Il était venu récupérer son problème. Il était venu s'assurer que Léa disparaisse dans les rouages anonymes de l'administration, là où son identité, son histoire et le fameux médaillon seraient perdus à jamais. Antoine le fixa, sans laisser transparaître la moindre émotion. « Maître Moreau, dit-il d'une voix neutre, je vous remercie de votre sollicitude. Mais, pour l'instant, cet enfant est sous ma protection. Et elle y restera jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui s'est passé. » Le sourire de Moreau se crispa imperceptiblement. Une lueur dure passa dans son regard, avant d'être aussitôt masquée par son masque de bienveillance. « Comme vous voudrez, monsieur Dubois. Mais faites attention. Le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Parfois, en voulant bien faire, on s'attire des ennuis inutiles. » C'était une menace. Voilée, polie, mais une menace sans équivoque. Après le départ du notaire, Antoine resta longtemps silencieux, regardant les lumières de la ville s'allumer au loin. La visite de Moreau avait tout changé. Ce n'était plus une enquête sur un abandon d'enfant. C'était une confrontation. Il venait de rencontrer le marionnettiste. Et il savait, avec une certitude absolue, que cet homme ne reculerait devant rien pour protéger son secret. La menace ne tarda pas à prendre une forme plus concrète, plus triviale, et donc plus insultante. Le lendemain matin, en sortant de sa villa pour accompagner Léa faire quelques courses, il avait découvert avec une sorte de vertige qu'il fallait des vêtements de rechange, des crayons de couleur et du vrai chocolat au lait à un enfant. Il trouva le pneu avant droit de sa Porsche Taycan lacéré, une entaille nette, profonde, faite avec un couteau. Il n'y avait pas de message, pas de revendication. Juste cet acte de vandalisme silencieux, une violation de son sanctuaire. C'était la signature de Moreau. Un avertissement de gentleman, délivré avec la brutalité d'un voyou. Antoine ne ressentit pas de peur. Il ressentit une colère glaciale, pure. C'était une erreur de la part du notaire. Il avait sous-estimé son adversaire. Il ne s'attaquait pas à un simple millionnaire en deuil, mais à un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui venait de trouver une raison de se battre. Au lieu d'appeler son assistance, Antoine appela de nouveau son détective. Sa voix était calme, tranchante comme l'acier. « Oubliez les Renaud. Ils ne sont que des pions. La cible, c'est Moreau. Je veux tout. Ses comptes en banque, ses investissements, ses relations, ses ennemis. Je veux savoir où il a passé chaque week-end depuis 10 ans.
Et surtout, je veux que vous identifiez ce médaillon. LM. Trouvez-moi toutes les successions importantes gérées par Moreau ces dernières années, impliquant des personnes avec ces initiales. Ne regardez pas à la dépense. Pendant que l'enquête souterraine se mettait en place, la vie dans la villa se transformait. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus le silence pesant de l'absence, mais un silence rempli de la présence discrète de Léa. Un silence où l'on pouvait entendre le crissement d'un crayon sur une feuille, le petit bruit de ses pas feutrés sur le béton ciré. Un matin, Antoine trouva un dessin de Léa fixé par un aimant sur la porte immaculée de son réfrigérateur. C'était un portrait de lui, maladroit, avec un grand sourire, tenant la main d'une petite fille à côté d'un ours. Pour la première fois depuis des années, Antoine sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. La forteresse de verre et de béton commençait à avoir des fissures, et à travers ces fissures, la lumière entrait. 3 jours plus tard, le détective rappela. Sa voix était tendue, excitée. « J'ai quelque chose, c'est peut-être une piste folle, mais ça correspond. Les initiales, L, M. Il y a une femme, Louise Monnier, décédée il y a un peu plus d'1 an. Immensément riche, vieille fortune terrienne. Pas de famille connue, elle vivait en recluse. L'exécuteur testamentaire de sa fortune colossale, Maître Jean-Pierre Moreau. » Antoine sentit son pouls s'accélérer. « Et alors ?» demanda-t-il. Alors, Louise Monnier avait une fille, dont personne ne parlait. Une fille cachée, mise au monde hors mariage des décennies plus tôt. Cette fille est officiellement décédée en couche il y a 7 ans, le même jour que la date de naissance gravée sur le médaillon. Le silence au bout du fil était assourdissant. Antoine comprenait. Léa n'était pas la fille des Renaud. Elle était la petite-fille de Louise Monnier, l'unique héritière de cette immense fortune. Et Moreau, le notaire intègre, avait tout manigancé pour s'en emparer. Les Renaud n'étaient que les gardiens payés pour cacher le trésor. Un trésor qui était devenu trop grand, trop risqué. Un trésor qu'il fallait faire disparaître. L'abandon sur la route n'était pas un acte de désespoir. C'était une exécution planifiée. « Il y a autre chose », continua le détective. « L'essentiel du patrimoine de Louise Monnier, c'est un domaine. Des centaines d'hectares de terres et de forêts. Et au cœur de ce domaine, il y a un vieux moulin à eau abandonné. On l'appelle le Moulin des Murmures. » Ce nom, poétique et sinistre, resta suspendu dans l'air. Antoine savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, il prit la main de Léa. « J'ai un endroit à te montrer, » lui dit-il doucement. Le Moulin des Murmures se dressait au fond d'une vallée verdoyante, comme sortie d'un conte de fées oublié. La grande roue de bois était immobile, couverte de mousse, mais la bâtisse de pierre était encore fière, solide. L'air y était plus doux, chargé du parfum de la terre humide et des feuilles mortes. Antoine s'attendait à ce que Léa soit intimidée ou indifférente. Mais il se passa quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'elle posa le pied hors de la voiture, un changement s'opéra en elle. Ses épaules se détendirent. Elle lâcha la main d'Antoine et s'avança vers le moulin, non pas avec la curiosité d'une visiteuse, mais avec la familiarité d'une personne qui rentre chez elle. Elle marcha droit vers une vieille porte en chêne sur le côté du bâtiment, une porte qu'Antoine n'avait même pas remarquée. Elle passa sa petite main sur le bois usé, comme pour le saluer. Puis, elle se dirigea vers le muret qui longeait la rivière. Sans hésiter, elle se pencha et retira une pierre qui semblait scellée comme toutes les autres. Derrière, il y avait une petite cavité. Vide, mais qui avait manifestement servi de cachette. Antoine était pétrifié. Comment pouvait-elle savoir? Il s'agenouilla près d'elle. « Tu es déjà venue ici, Léa ?» Elle secoua la tête. « Non, » murmura-t-elle. « Mais je connais. » Puis elle se mit à fredonner. La même berceuse. La vieille complainte auvergnate. Mais ici, au bord de l'eau, sous le regard silencieux du vieux moulin, la mélodie n'était plus triste. Elle était à sa place. C'était le chant de cet endroit. C'était le chant de ses ancêtres. Ce jour-là, au Moulin des Murmures, Antoine Dubois a compris que sa bataille venait de changer de dimension. Il ne s'agissait plus seulement de protéger une enfant, mais de restaurer une histoire volée, de rendre une âme à ses racines. De retour dans son bureau ce soir-là, il passa un autre appel. Pas à son détective, mais à ses avocats d'affaires à Lyon. « J'ai besoin d'une équipe, » dit-il. « Les meilleurs en droit des successions et en droit pénal. Je veux que vous montiez un dossier contre un notaire. Cela va coûter cher, très cher. Vendez les parts nécessaires de mon entreprise pour financer l'opération, peu importe le prix.
L'onde de choc de cette décision ne mit pas longtemps à se propager. Dans les cercles feutrés du monde des affaires lyonnais, la nouvelle de la vente massive d'actions par Antoine Dubois fit l'effet d'un séisme. On chuchotait dans les conseils d'administration et les clubs privés. On parlait d'un homme qui avait perdu la tête, d'un génie de la tech soudainement devenu erratique, sacrifiant une partie de son empire pour une obscure affaire de mœurs dans la campagne. Ses associés, ses amis d'autrefois, l'appelaient, leur voix mêlant l'inquiétude feinte et la curiosité malsaine. « Antoine, que se passe-t-il? On entend des rumeurs. Une enfant ?» Il répondait à chaque fois par un silence poli ou une fin de non-recevoir. Ils voyaient leur vrai visage se dessiner derrière le masque de la sollicitude. Ils ne s'inquiétaient pas pour lui, mais pour la valeur de leur propre portefeuille, menacé par son comportement imprévisible. Il sacrifiait sa réputation sur l'autel d'une cause qu'il ne pouvait comprendre. Chaque appel refusé, chaque invitation déclinée, était une brique de plus qu'il retirait de sa forteresse pour construire un pont vers Léa. Il sacrifiait son isolement protecteur, non pas pour retourner dans leur monde, mais pour en créer un nouveau. Un monde où la valeur d'une vie d'enfant pesait plus lourd que toutes les actions de son entreprise. Pendant que le monde extérieur le jugeait, la guerre se préparait en coulisses. Son équipe d'avocats, des requins habitués aux fusions-acquisitions, se plongea dans le droit successoral avec une férocité inouïe. Les transferts d'argent discrets de Moreau vers les comptes des Renault furent exhumés. Le détective, de son côté, avait retrouvé un vieil homme, un ancien jardinier du domaine de Louise Monnier, qui se souvenait parfaitement de la fille de la honte, la mère de Léa, et de la manière dont Moreau l'avait toujours tenue à l'écart. Et puis, il y eut la berceuse. Une recherche approfondie dans les archives régionales confirma son origine. C'était bien un chant traditionnel, mais si rare, si localisé, qu'il n'était connu que de quelques familles de la région, dont celle des Monnier. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, dessinant le portrait d'une fraude monstrueuse. Mais il manquait la pièce maîtresse, le témoignage des Renault. Sans leur confession, tout restait circonstanciel. Antoine savait qu'il ne pouvait pas envoyer ses avocats. Face à ces gens brisés, la loi ne suffirait pas. Il fallait de l'humanité. Il retourna à la ferme délabrée, seul, un soir où le crépuscule teintait le ciel de violet et de sang. Il trouva Marc et Sophie Renaud dans leur cuisine sombre, assis à une table en formica, le regard perdu dans le vide. La peur sur leur visage à sa vue fut presque insoutenable. Ils s'attendaient à des menaces, à des représailles. Antoine s'assit en face d'eux, sans un mot. Il ne sortit pas de dossier, pas de document juridique. Il sortit son téléphone et leur montra une vidéo. C'était Léa, dans le jardin de la villa, qui riait aux éclats en essayant d'attraper des bulles de savon. Un rire pur, cristallin, un son qu'il n'avait probablement jamais entendu. Sophie Renaud éclata en sanglots, un flot de larmes silencieux et dévastateur. Marc baissa la tête, ses mains tremblantes. « Nous ne sommes pas des monstres, » murmura-t-il. « Nous avions peur. Moreau nous tenait. Il a dit qu'il nous détruirait, qu'il nous prendrait tout. » Antoine les laissa parler, vidés des années de peur et de honte. Il ne les jugea pas. Il leur offrit une porte de sortie. « Je ne suis pas là pour vous envoyer en prison, » dit-il d'une voix calme. « Je suis là pour vous offrir une seconde chance. Dites la vérité. Aidez-moi à rendre à Léa ce qui lui appartient. En échange, je rembourserai toutes vos dettes, celles de Moreau et les autres. Je vous donnerai de quoi partir loin d'ici et recommencer à zéro. » Il marqua une pause, les regardant droit dans les yeux. « C'est la seule chance que vous aurez de vous regarder à nouveau dans un miroir. C'est la seule façon de faire taire la peur pour de bon. » Cette nuit-là, dans cette cuisine misérable, l'alliance fut scellée, non pas par un contrat, mais par une poignée de main entre un millionnaire et un couple de fermiers acculés. Le plan d'Antoine était désormais complet. Il ne lui restait plus qu'à tendre le piège. Le lendemain matin, il appela personnellement Maître Moreau. Sa voix était posée, presque conciliante. « Maître Moreau, c'est Antoine Dubois. J'ai réfléchi à notre conversation. Vous aviez peut-être raison. Cette situation est trop complexe pour moi. Je souhaiterais vous rencontrer pour discuter d'une transition en douceur, pour confier la petite au service compétent, comme vous le suggériez. » À l'autre bout du fil, il pouvait presque entendre le soupir de soulagement du notaire, le triomphe contenu. « Mais bien sûr, monsieur Dubois, c'est une sage décision. Mon bureau, demain à 15 heures, nous réglerons cela entre gens de bonne compagnie. »« Parfait, » répondit Antoine. « Entre gens de bonne compagnie. » En raccrochant, son regard se posa sur Léa, qui dormait paisiblement sur le canapé, son ours Martin blotti contre elle.
Il sentit une vague de tendresse paternelle si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Ce n'était plus pour le fantôme de Chloé qu'il se battait. C'était pour l'avenir de Léa. Il avait perdu une fille à cause de son absence. Il ne laisserait personne voler la seconde. L'heure de la confrontation avait sonné. Le bureau de Maître Moreau était une forteresse de respectabilité. Des boiseries sombres qui avaient absorbé des décennies de secrets, des reliures en cuir alignées avec une précision militaire, et une lourde odeur de cire et de mensonge. Moreau accueillit Antoine avec un sourire de triomphe mal dissimulé, le regardant comme un prédateur qui voit sa proie entrer docilement dans la cage. Il était sûr de lui, paternel et condescendant. « Monsieur Dubois, entrez, je vous en prie. Une sage décision. Vraiment, la meilleure pour tout le monde. » Antoine entra, le visage impassible. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, hésitant, le visage ravagé par la peur et la honte, se tenaient Marc et Sophie Renaud. Le sourire de Moreau s'évanouit, remplacé par une expression de surprise glaciale. « Que font-ils ici? Ceci est une affaire privée. » « Au contraire, maître, » répondit Antoine d'une voix calme qui tranchait avec la tension dans la pièce. « Ils sont au cœur de cette affaire, et nous sommes tous là pour écouter la vérité. » Antoine s'assit, sans y avoir été invité, et posa un fin dossier sur le bureau en acajou. Moreau resta debout, le visage crispé. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, ces gens sont des parents indignes. »« Commençons par les faits les plus simples, » l'interrompit Antoine. « Les transferts d'argent. Des virements réguliers, effectués depuis un compte écran basé au Luxembourg, vers le leur. Assez pour les maintenir juste au-dessus de la ligne de flottaison, assez pour acheter leur silence. » Le notaire blêmit. « Des calomnies. Je n'ai rien à voir avec ça. » Antoine sortit alors le médaillon en argent et le fit glisser sur le bureau. Le petit disque de métal semblait hurler dans le silence du bureau. Elle, M. Louise Monnier. La grand-mère de Léa. Une femme dont vous étiez l'exécuteur testamentaire et dont vous avez méticuleusement organisé le détournement de l'héritage. « C'est absurde, vous n'avez aucune preuve, » cracha Moreau, sa voix commençant à perdre son assurance. « J'ai le témoignage d'un vieil homme qui se souvient parfaitement de la fille cachée de Madame Monnier, » continua Antoine, imperturbable. « Et puis, il y a la preuve ultime, celle que vous ne pouviez pas prévoir. » Il marqua une pause, fixant le notaire droit dans les yeux. Une berceuse, une vieille complainte auvergnate, l'hymne secret de la famille Monnier. Une chanson que Léa fredonne depuis le premier jour. Dites-moi, maître, comment une enfant prétendument élevée par ce couple pourrait-elle connaître ce chant si particulier? Ce fut le coup de grâce. Le masque de respectabilité de Moreau se fissura, puis vola en éclats. La rage déforma ses traits. Il n'était plus le notable respecté, mais un escroc acculé. « Et alors » explosa-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Cette fortune aurait été gaspillée. J'ai travaillé toute ma vie pour bâtir ma réputation, mon patrimoine. Cette gamine n'était qu'un accident, un fantôme qui ne méritait rien. J'ai donné une chance à ces misérables, » dit-il en désignant les Renaud d'un geste méprisant. « Et vous, vous débarquez de votre tour d'ivoire pour jouer les sauveurs? Vous n'êtes qu'un parvenu qui a eu de la chance. » Il parlait, ivre de sa propre fureur, avouant à demi-mot sa fraude, sa cupidité, son mépris. Il ne voyait pas le petit sourire qui se dessina sur les lèvres d'Antoine. Il n'entendait pas la porte du bureau voisin s'ouvrir doucement. Quand Moreau s'arrêta enfin, à bout de souffle, Antoine fit un simple geste de la tête. Le détective privé apparut sur le seuil, tenant un enregistreur numérique. Au même instant, 2 gendarmes entrèrent par la porte principale. La chute du notable fut aussi brutale que publique. Le dénouement fut une lente reconstruction. Moreau fut arrêté, et son arrestation déclencha une enquête qui mit à jour un petit réseau de corruption locale. Les Renaud, pour leur coopération, obtinrent une peine avec sursis. Le jour de leur départ, ils demandèrent à voir Léa une dernière fois. La rencontre eut lieu dans le jardin de la villa. C'était un adieu maladroit, rempli de larmes et de regrets silencieux. Sophie Renaud lui caressa la joue, murmurant un « pardonne-nous » à peine audible. Léa ne dit rien, mais elle ne recula pas. Elle les regarda partir, une page de sa vie qui se tournait pour toujours. Quant à Antoine, il avait entamé une procédure d'adoption. La fortune de Léa, colossale, fut placée sous tutelle jusqu'à sa majorité. Mais l'argent n'avait plus aucune importance. Le printemps suivant, le moulin des Murmures n'était plus un lieu de secret, mais un lieu de promesses. Le soleil filtrait à travers les jeunes feuilles des arbres,
et le murmure de l'eau semblait joyeux. Antoine, en jean et en pull, avait commencé à restaurer la vieille bâtisse. On le voyait, non plus en costume de PDG, mais agenouillé au bord de la rivière, apprenant à Léa comment faire des ricochets. Il avait perdu une partie de sa fortune, sa place dans un monde qui ne lui manquait pas. Mais il avait retrouvé une raison de vivre. Léa, concentrée, lança une pierre plate qui rebondit 3 fois sur l'eau avant de couler. Elle se tourna vers lui, un immense sourire illuminant son visage. Elle ne demandait plus pourquoi on ne l'aimait pas. Elle n'avait plus besoin de le faire. Elle se blottit contre lui, posa sa tête sur son épaule, et dit simplement, d'une voix claire comme l'eau de la rivière, « Je t'aime, papa. » Antoine la serra contre lui, sentant les larmes monter à ses yeux. Il avait compris que la vraie richesse n'était pas dans les bilans de son entreprise, mais dans la chaleur d'une petite main dans la sienne. Il avait appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de cœur. Et qu'en s'arrêtant pour sauver quelqu'un d'autre, on finit souvent, et surtout, par se sauver soi-même. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je promets de continuer à vous apporter des récits qui, je l'espère, sauront vous émouvoir. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à l'histoire d'Antoine et Léa. Votre avis compte énormément pour moi, et je lis chacune de vos réponses. Merci d'avoir été là.